McLaren M19A de Scott Walker, occupant éphémère du podium virtuel de cette série E. Dayton ne prend pas de risque inutile, même s'il aurait bien tenté l'extérieur à Massenet. Il attendra quelques mètres plus loin dans la descente vers Mirabeau pour se hisser à la troisième marche du podium, ce qui est déjà un bel exploit en étant parti des dernières lignes de la grille. Mais ce n'est pas terminé. Alors qu'Andrew Smith est toujours leader, comptant une douzaine de secondes d'avance sur son principal adversaire, Michael Fitzgerald, la pression que fait peser Dayton sur la course se fait ressentir. Les leaders savent, par le panotage, qu'il arrive dans leur sillage. C'est très vite le cas pour la marche numéro 27, qui occupe la deuxième place. On aurait presque envie de dire provisoirement, tant la charge de l'Américain semble inexorable. Une fois encore, dans la descente vers Mirabeau, Dayton gagne une place. Cette fois, il est deuxième et part en chasse du leader. Le cap de la mi-course est à peine dépassé. Tandis que c'est l'abandon pour la techno de Manfredo Rossi di Montellera qui avait terminé quatrième de la série F en 2010. Cette année, son score restera vierge. La cinquième position donne lieu à une empoignade de premier ordre entre la Tyrrell 006 de John Delaney, une des monoplaces de François Sévère et Jackie Stewart en 72 et 73, et la March 701 de Bruno Ferrari. Alerte sous forme d'avertissement sans frais pour Duncan Dayton qui est en train de manœuvrer dans l'échappatoire de Mirabeau après sans doute un freinage manqué à l'insu des caméras, ce qui n'aura pour conséquence que quelques secondes de perdu et un retour à la troisième place qui nous permettra encore de nous régaler d'une nouvelle passe d'armes. Dayton revient comme un missile dans la boîte de vitesse de Michael Fitzgerald. On sent que l'Américain, voyant les derniers tours approcher, est de plus en plus pressé de régler le compte de cette deuxième position pour se précipiter à la poursuite d'Andrew Smith. Mais c'est un véritable coup de théâtre. À quelques longueurs de l'arrivée maintenant, le leader est en train de rouler au ralenti en arrivant à la rascasse. Plus tard, il se dirige vers la voie des stands pour s'en remettre à son équipe technique. On a même préparé un pneumatique, peut-être parce que le pilote a cru déceler une crevaison. Et oui, c'est bien une crevaison à l'avant droit pour le Britannique. Toujours est-il que ce qui était la bagarre pour le premier accessite est en train de devenir la lutte pour la victoire. Et voilà qui aiguise encore plus l'appétit de Duncan Dayton qui sent à présent la victoire à sa portée. Voilà également sans doute ce qui renforce l'envie de Fitzgerald de résister car c'est lui le nouveau leader. Mais à la sortie du tunnel, Dayton ne fait pas de quartier et s'inscrit à l'intérieur pour passer à la première place du classement. Duncan Dayton, toujours très rapide, qui prend littéralement le large une fois son adversaire dépassé. Il a déjà quelques longueurs d'avance. Quatrième à cet instant, c'est Bruno Ferrari qui part à la faute à Sainte-Dévote et termine sa course dans les Tech Pro avec au moins un radiateur percé dans l'opération. Devant lui, les marches d'Andrew Smith et de Michael Fitzgerald compléteront le podium ultra dominé par l'Américain Duncan Dayton qui est en train de rouler vers sa 11e victoire dans le cadre du Grand Prix de Monaco historique. À bord de cette Brabham BT33 qui avait entamé la saison 70 aux mains du pilote allemand Rolf Stommlen, puis obtenu une 10e place à Monaco en 71 avec Tim Schenken. C'est avec Dayton dans son cockpit qu'elle remporte donc cette série E réservée aux Formule 1 à moteur 3 litres de 66 à 72. Duncan Dayton venu en famille profiter à Monaco de ce week-end historique qui mène le tableau des résultats au terme de ses 18 tours avec une épreuve spectaculaire lors de cette édition 2012 et des félicitations compatriotiques méritées pour le vainqueur de cette course. Je dois avouer qu'en partant de l'arrière de la grille comme ça, je ne pensais pas du tout pouvoir en arriver là. Et je savais que ce serait loin d'être facile. Quand je suis passé à Sainte-Dévote la première fois, j'avais 10 ou 15 secondes de retard dès le premier tour. Heureusement, le safety car m'a permis de revenir un peu au contact, mais ce n'est pas quelque chose qui était prévisible dans nos tactiques d'avant-course, et c'est pour ça que ce résultat est incroyable.
La Formule 3 a longtemps été une voie d'accession privilégiée à la Formule 1. Certaines épreuves, comme le Grand Prix de Monaco, disputé en levée de rideau sous les yeux des décideurs de la catégorie reine, pouvaient même être l'élément primordial de l'avenir d'un pilote. C'est le plateau le mieux achalandé du week-end avec pas moins de 50 voitures au départ, et c'est pour répondre à cet afflux de candidatures que l'Automobile Club de Monaco avait organisé le samedi en fin d'après-midi 2 courses qualifiantes pour l'épreuve du dimanche afin de sélectionner les plus rapides. Lors de cette première manche emmenée par la Lola Toyota du Britannique Ben Barker, le peloton, comme souvent turbulent de cette catégorie, a tenu toutes ses promesses. Seuls les 17 mieux classés étaient retenus pour disputer l'épreuve finale. Mais si les pilotes et les machines ont pris quelques années, l'esprit combatif de la Formule 3, aujourd'hui quelque peu tombé en désuétude au profit du GP2 ou de la Formula Renault 3.5, est resté de mise. Ben Barker bouclant la course en vainqueur devant le monégasque Marc Fagionato. La deuxième course a été dominée par l'Italien Paolo Barilla et sa Martini MK34. C'est d'ailleurs ce même modèle qui avait remporté la course de Formule 3 organisée dans le cadre du Grand Prix historique il y a 2 ans. Et c'était l'Italien Emanuele Pirro qui en était sorti vainqueur. Barilla en duel presque permanent avec son compatriote Matteo Marzotto sur une Ralt RT3. Cette seconde épreuve qualifiante a donné lieu à une très belle lutte pour la victoire, mais au final, elle revient donc à Paolo Barilla devant Matteo Marzotto. Les 2 hommes figureront donc aux avant-postes sur la grille de départ, aux côtés du poleman Ben Barker et sa Lola numéro 10 de 1978. Une voiture qui a été une des montures du néerlandais Harry Loendik, que l'on connaît pour avoir remporté les 500 miles d'Indianapolis à 2 reprises en 90 et 97. En deuxième position, la Martini Alfa Romeo MK34 de Barilla. C'est le modèle victorieux à Monaco avec Alain Ferté. Quant au pilote, il est un ancien vainqueur des 24 heures du Mans en 1985. Un petit encouragement du président Boeri au meilleur pilote monégasque sur la grille, Marc Fagionato sur une Martini MK39, lui aussi grand animateur des courses d'endurance modernes et historiques ces dernières saisons. Et c'est l'heure du départ pour les Formule 3 de la série G sous un ciel de plus en plus chargé et menaçant. Extinction des feux et contre toute attente départ sans anicroche pour les 36 concurrents qui s'élancent. Un premier passage à Sainte-Dévote qui permet à Matteo Marzotto de prendre l'avantage sur Paolo Barilla devant Marc Fagionato, alors que le reste du peloton s'engouffre dans la montée d'Ostende et se précipite déjà vers les méandres de Massenet et du Casino. Petite tentative d'intox de la part de Fagionato sur Barilla, mais les 2 pilotes sont très expérimentés et ne font pas plus de cas de cette manœuvre difficile à concrétiser dans cette partie du circuit. Derrière les 3e et 4e places, c'est un duel qui oppose Nathan Kinch et David Shaw. La Ralt RT1 au premier plan devant la Martini MK34, mais pour l'instant c'est le statu quo. David Shaw reste 5e. Un peu plus loin encore au classement, un groupe compact se dispute les dernières positions du top 10. Jean-Pierre Hénard-Maché sur une Martini Toyota MK31, le monégasque Frédéric Lajoux sur une MK34, Valerio Leone est sur une March 783, la Chevron B34 du Suédois A.J. Helg et la Ralt de Sam Hancock. Une autre Ralt, celle de Nicolas Minazzoli, est en difficulté peu après le complexe de la piscine et au même moment, la marche de Valerio Leone est arrêtée près de l'hôtel de Paris. C'est ce qui semble donner les premiers signes d'une pluie naissante sur le tracé monégasque, ce qui déclenche également l'intervention de la voiture de sécurité en piste pour permettre au commissaire d'intervenir en toute sécurité. Mais quelques secondes plus tard, la confirmation arrive du ciel. La pluie va bien s'installer sur cette fin de meeting, de plus en plus violente même, rendant la piste impraticable pour des monoplaces qui sont toutes parties en pneus slick.
La course est alors interrompue avant son terme par un drapeau rouge et après quelques minutes, la direction de course décide de ne pas la relancer. Les débats en resteront donc là. Le jeune Ben Barker l'emporte devant Matteo Marzotto et Paolo Barilla. Mention spéciale à Marc Fagionato qui termine 4e et premier pilote monégasque. Au total, 36 voitures seront classées au terme de ces 10 tours. Pour le jeune vainqueur récompensé par son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, sous des trompes d'eau, cette première victoire en principauté a évidemment un goût de consécration. C'est la première fois que je cours ici et je suis impressionné par l'organisation de ce Grand Prix historique et par la qualité du plateau et des pilotes qui sont tous très respectueux. Tout le monde est là pour courir et s'amuser et certains abordent la course très sérieusement et de façon très compétitive. C'est un événement fantastique, un des meilleurs qu'il m'ait été donné de voir et j'espère y revenir. Après la douche, au sens littéral, celle de champagne qui vient couronner les belles victoires, avec cette année de jeunes pilotes de plus en plus nombreux aux commandes des automobiles classiques qui forment la prestigieuse liste des engagés de ce rendez-vous. La dernière série de ce week-end regroupe les Formule 1 à moteur 3 litres produites entre 1973 et 78. C'est la génération de monoplaces qui généralise la présence des pontons latéraux, accueillant notamment les radiateurs destinés au refroidissement des machines. Celle également des évolutions aérodynamiques. C'est la catégorie la plus compétitive de ce Grand Prix historique puisque la plus récente. Outre les traditionnels Lotus, McLaren, Ferrari, Tyrrell ou March, représentés à plusieurs exemplaires, on y redécouvre également de petits constructeurs bien représentés. La pluie s'est installée sur Monaco et cette dernière course du millésime 2012 se tiendra donc sur piste humide avec des pneus sculptés. Sur cette Esquette 308E, c'est le tout jeune Michael Lyons qui partira de la première place dans la hiérarchie. À ses côtés, le vainqueur de l'édition 2010, Bobby Verdonero, avec une McLaren M26. Et avec la Surtees TS19 numéro 40, Oliver Hancock sera également un sérieux prétendant au podium puisqu'il figure à la 3e position. Compte tenu des conditions de piste, la décision est prise de donner le départ sous safety car, ce qui permettra d'atténuer le premier écueil que représente le freinage de Sainte-Dévote. Une décision sage qui offre l'avantage de permettre au plus grand nombre de disputer cette épreuve en conditions humides, mais qui évite aussi au plus rapide en qualification de voir sa position menacée au départ, un des points clés des Grands Prix de Monaco. Michael Lyons devant Bobby Verdonero et Oliver Hancock, c'est donc le top 3 au premier passage sous les drapeaux verts. Les leaders affrontent le goulet de Sainte-Dévote sans problème. Derrière, en revanche, l'échappatoire attire ses deux concurrents comme un aimant, heureusement sans dommage. Hiérarchie stable en tête de course avec une petite alerte pour le leader qui va se frotter aux rails de sécurité au virage du Grand Hôtel au terme d'un gros sous-virage. Voilà qui ne semble pas altérer sa progression. Mieux encore, il dira plus tard que sa monoplace a mieux fonctionné à partir de cet instant. Le jeune leader tient bon en tête de la course, même si l'on sent que Verdonero ronge son frein. En revanche, dans ces conditions piégeuses, Oliver Hancock coupe la chicane du port après avoir loupé son freinage. Les monoplaces sont en limite d'adhérence à peu près partout, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses de course. La tactique à privilégier étant avant tout de rester en piste. Et justement, Bobby Verdonero commet une petite erreur lourde de conséquences. Il perd sa McLaren à la sortie de la piscine. Pendant ce temps, Oliver Hancock est pressé par l'Italien Cosimo Turizio qui parvient à ses fins au passage de Mirabeau. Un duel qui, en vertu du tête-à-queue de Bobby Verdonero, est devenu celui de la 2e place. Si la course de Michael Lyons semble cousue de fil blanc, il n'en est pas de même pour le nouveau 2e qui subit une faiblesse à Sainte-Dévote et termine sa course dans les barrières de protection. Voilà qui semble redonner de l'ambition au pilote de la McLaren numéro 8, qui est déjà en lutte pour la 5e place à la sortie du tunnel. Rob Austin en fait les frais et doit courber l'échine. Bobby Verdonero prend donc l'avantage.